de Lyme. Hop. Alors, du coup, pour aborder ce sujet-là, j'ai choisi de vous... Alors, juste pour accepter, voilà. J'ai choisi de vous présenter le cas d'un patient que nous avons pris en charge récemment donc, au centre de compétences des maladies vectorielles liées au tic du Mans. Donc, c'est Monsieur G qui a 66 ans, qui a comme antécédent, donc il a fait une infection à Covid-19 en avril 2022. Il est connu pour un spondylolisthésis de grade 2 L5-S1. Il a été opéré d'un canal carpien à gauche et il a une leucémie lymphoïde chronique stade A. Il avait un traitement habituel quand on l'a vu au centre de compétences par morphine et gabapentine. C'est un monsieur qui est exposé aux piqûres de tiques à la fois dans son travail. Il était agriculteur, il est actuellement retraité et il pratique comme loisir la marche en forêt. Et en fait, en mai 2022, il présente une lombalgie droite qui est associée à des douleurs qui irradient dans les deux jambes, qui prédominent à droite. Et il est donc adressé, après avoir réalisé une IRM rachidienne, à un chirurgien orthopédiste. Et donc, l'IRM rachidienne montre donc son spondylolisthésis L5-S1 avec une compression minime de la racine L4 à droite. Et donc, il bénéficie d'une infiltration. Et en juillet 2022, les symptômes se modifient et il voit son médecin traitant pour une hypoesthésie antéromédiale de la jambe droite qui est progressivement ascendante, associée à des paresthésies et des décharges électriques. Il dit bien que ces douleurs sont vraiment très insomniantes. Et son médecin traitant, devant ce tableau-là, réalise une sérologie de Lyme qui revient positive en IgG, en ELISA et qui est confirmée en Western blot. Donc, je vais vous montrer les résultats de sa sérologie. Vous voyez donc les IgG sont positifs en ELISA avec des arcs spécifiques à l'immunoblot, donc un Western blot qui est bien positif. Et donc, avec ce résultat-là, le patient est adressé au centre de compétences des maladies vectorielles liées aux tiques. Et donc, nous, on le voit en consultation le 3 août 2022. Et donc, à l'examen, on retrouve bien ce déficit sensitif latéromédial au niveau du mollet droit de trajet L4 qui remonte jusque dans la cuisse et avec des douleurs importantes qui sont plutôt à type de crampes. Il a également aussi des douleurs neuropathiques à type de décharge électrique dans le même territoire qui sont bien insomniantes. Et à l'examen physique, on retrouve donc un réflexe rotulien droit qui est aboli, un achillien droit qui est diminué et il a un déficit moteur au niveau du quadriceps droit et aussi du psoas droit. Donc, on a bien une atteinte de la racine L4 qui pouvait être expliquée par son spondylolisthésis, mais on a également aussi une atteinte du territoire L3 et du territoire L5, enfin de la racine L5 à droite. Et donc, comme à chaque fois, on raisonne un petit peu comme ça sur nos consultations, donc on se dit que ce monsieur-là, il a bien eu une exposition aux tiques. On a vu qu'il était agriculteur et qu'il pratiquait la randonnée en forêt. Et il rapporte avoir été piqué aussi par des tiques. Il a une symptomatologie qui est compatible avec une radiculite qui atteint le territoire L4, L3, voire L5 à droite. Et il a également aussi une sérologie positive. Donc, on l'a convoqué en hôpital de jour et on lui a fait une ponction lombaire. Et je vous ai mis là donc les résultats de sa ponction lombaire. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il avait donc une méningite lymphocytaire. Et donc, on avait demandé une recherche de synthèse intratécale d'anticorps anti-Borrelia qui est bien revenue en fait positive. Donc, pour ce patient-là, on a retenu le diagnostic d'une méningo-radiculite de Lyme et on l'a traité par doxycycline, 200 mg par jour pendant 14 jours. Ce patient, on le revoit en consultation en janvier 2023, notamment parce qu'il présente une asthénie intense qui est persistante depuis qu'il a été traité pour sa borréliose de Lyme et qui est aussi associée à des polyarthralgies. Il rapporte des difficultés de concentration qui le gênent en fait dans sa vie de tous les jours. À l'examen clinique, on retrouve plutôt une amélioration de ses symptômes avec quand même la persistance de son déficit au niveau du quadriceps qui est un petit peu moins important qu'initialement. Au niveau du psoas, il n'y a plus du tout de déficit. Son rotulien droit est toujours aboli. Il a un déficit sensitif toujours au niveau du mollet droit, mais qui ne remonte plus du tout dans sa cuisse. Et il n'a plus ses douleurs neuropathiques. Donc, on peut se demander qu'est-ce qu'il arrive à ce patient-là. Et en fait, nous, on a rapidement suspecté donc, ce qu'on appelle des symptômes persistants post-borréliose de Lyme ou plusieurs termes qui sont employés, dont on va revoir un petit peu les termes qui peuvent être employés pour définir ces symptômes qui persistent. Et donc,
juste sur le plan historique, donc avant 2006, les gens qui avaient des symptômes qui persistaient après une borréliose de Lyme, on les classait dans ce qu'on appelait le Lyme chronique. C'est une définition qui n'était pas très opérationnelle parce qu'elle regroupait à la fois donc, les patients qui avaient ces symptômes persistants et des patients qui présentaient des borrélioses de Lyme disséminées tardives. Et donc, tout ce qui est un petit peu littérature scientifique avant 2006 est un peu difficile à interpréter parce que les patients étaient mis dans les mêmes cases, en fait, dans la même définition du Lyme chronique. Et on n'avait pas une définition spécifique pour ces patients qui avaient été traités et qui avaient des symptômes persistants. Et c'est en 2006 que l'IDSA, donc la Société d'infectiologie américaine, a défini en fait ce qu'ils appellent eux le Post-Treatment Lyme Disease Syndrome, qui en fait est une définition vraiment opérationnelle pour isoler ces patients qui avaient des symptômes persistants post-borréliose de Lyme traités, afin de pouvoir faire des études pour pouvoir décrire ces patients et déterminer les facteurs de risque et les prises en charge qui étaient nécessaires pour ces patients. Et cette définition, elle a été reprise par de nombreuses sociétés savantes, dont la Société française d'infectiologie. En 2018, en France, la HAS a émis aussi une définition pour ce qu'on appelait la symptomatologie ou le syndrome persistant polymorphe après une possible piqûre de tique. C'est une définition qui a été assez critiquée parce qu'elle regroupait beaucoup de patients et notamment des patients qui n'avaient même pas forcément d'antécédents de piqûre de tique ni de sérologie positive. Donc, elle a été assez critiquée, cette définition-là, parce qu'elle regroupait des patients vraiment très différents. Et en 2019, dans la conférence de consensus sur la prise en charge du Lyme, la SPILF a défini les symptômes persistants au décours d'une borréliose de Lyme documentée ou suspectée pour essayer de prendre en charge les patients qui consultaient dans les infectiologues en fait pour des suspicions de maladie de Lyme et qui avaient plutôt des symptômes persistants fonctionnels avec un retentissement sur leur vie avec une borréliose prouvée ou suspectée. Donc, je voulais juste reprendre avec vous la définition qui avait été faite par l'IDSA du PTLDS. Donc, il y a des critères d'inclusion qui sont en fait d'avoir fait un épisode de maladie de Lyme tardive ou précoce, d'avoir été traité correctement et d'avoir, dans les 6 mois qui suivent la fin du traitement de cette borréliose de Lyme, la présence en fait de symptômes, donc qui sont définis comme de la fatigue, des douleurs musculo-squelettiques ou des troubles cognitifs, qui durent pendant plus de 6 mois et qui sont soit continus, soit intermittents. Et il faut que ces symptômes soient suffisamment sévères pour avoir un impact en fait sur la qualité de vie des patients. Et ils définissent aussi des critères d'exclusion dans ce PTLDS qui sont le fait d'avoir des symptômes et certaines maladies avant cette borréliose de Lyme qui pourraient être confondants avec ces symptômes persistants post-borréliose de Lyme. Et ils font une liste de maladies telles que la fibromyalgie, les syndromes de fatigue chronique, l'apnée du sommeil présents avant cette borréliose de Lyme. Donc, quels sont les symptômes persistants post-borréliose de Lyme ? On voit que dans la définition de l'IDSA, donc les patients qui sont dans les études, ils ont forcément de la fatigue ou des douleurs musculo-squelettiques ou des plaintes cognitives. Mais il y a des études qui se sont attardées à essayer de regarder s'il y avait d'autres symptômes qui étaient spécifiques chez ces patients qui avaient été traités pour une borréliose de Lyme. Et notamment cette étude-là qui avait été menée aux USA, qui avait regardé 61 patients qui rentraient dans les critères de la définition IDSA du PTLDS. Et ils avaient comparé versus 26 contrôles. Et ce qu'on peut voir, c'est que les patients qui ont des symptômes persistants post-borréliose de Lyme ont plus de fatigue, c'est partie de la définition, plus d'arthralgie, plus de problèmes de concentration, mais ils ont aussi des myalgies, des troubles de la mémoire, des problèmes de sommeil, des cervicalgies et une irritabilité. On voit qu'il y a beaucoup de symptômes chez ces patients. Ce qui est compliqué un petit peu dans les études aussi, c'est que ces symptômes sont plutôt subjectifs et que les échelles ne sont pas tout le temps les mêmes dans les échelles qui permettent de déterminer ces symptômes. En tout cas, ce qu'on voit dans la littérature, c'est que tous ces patients ont quand même un retentissement sur leur qualité de vie. Et l'échelle qui est la plus souvent utilisée, c'est le short form 36. Et le score de cette échelle-là est significativement plus bas, donc une qualité de vie moins bonne chez les patients qui rentrent dans les critères de l'IDSA des symptômes persistants post-borréliose de Lyme.
Quelle est la prévalence en fait de ces symptômes persistants post-borréliose de Lyme traités? On a plusieurs études maintenant récentes qui ont étudié cette prévalence-là. Je vais vous en présenter quelques-unes, donc notamment cette étude-là qui a été publiée en 2021, qui a été menée aux Pays-Bas et qui a donc recruté donc 1084 patients qui avaient une borréliose de Lyme. La plupart avaient donc eu une forme précoce avec un érythème migrant. Il y en avait un faible pourcentage, 58, qui avaient fait une forme disséminée de la maladie. Et en fait, ils ont comparé ces patients-là à des patients qui avaient eu une piqûre de tique sans borréliose de Lyme. C'était des patients qui s'étaient auto-déclarés avoir été piqués par une tique et qui n'avaient pas eu d'apparition d'érythème migrant. Et une population de contrôle. Vous voyez, 4000 patients contrôle. Et ce qu'on peut voir sur cette étude, c'est que les patients qui avaient été traités pour une borréliose de Lyme donc, avaient significativement plus de symptômes persistants, que ce soit de la fatigue, des troubles cognitifs ou des douleurs par rapport à la population de contrôle et aux patients qui avaient une piqûre de tique. Et ce qu'on peut voir, c'est que ceux qui avaient une forme disséminée, même s'ils étaient moins importants, donc que ceux qui avaient eu une forme précoce avaient significativement plus de symptômes par rapport à ceux qui avaient présenté une forme précoce. Et quand on regarde un petit peu les symptômes, on peut voir que donc il y a plus de fatigue chez ceux qui avaient une borréliose de Lyme disséminée. Par contre, ce qui est étonnant, moins de troubles cognitifs et plus de douleurs. Et donc, quand on regarde un petit peu tout ça, on peut voir que 27,2% des patients qui avaient une borréliose de Lyme ont des symptômes persistants à 6 mois. Et quand on les compare donc à la population générale, ça fait simplement plus 6% de patients qui avaient ces symptômes persistants à 6 mois. Voilà, et donc c'est plus important pour ceux qui ont présenté une borréliose de Lyme disséminée. Quand on regarde la prévalence des symptômes post-Lyme aussi dans cette étude-là qui a été publiée en 2022, qui s'est tenue donc en Belgique, où ils ont regardé 120 patients qui avaient eu un érythème migrant traité, 15 qui avaient présenté une borréliose de Lyme disséminée traitée et 128 contrôles. Donc, contrairement à l'étude précédente, eux, ils ont suivi les patients pendant 12 mois. L'étude précédente, c'était uniquement pendant 6 mois. Donc, toujours avec des contrôles parce qu'on voit qu'il y a des symptômes persistants aussi dans la population générale. Et ce qu'on peut voir, donc eux, ils ont regardé donc ceux qui avaient des symptômes du coup post-borréliose de Lyme à 6 mois et à 12 mois et des symptômes, mais qui aussi avaient un impact sur une qualité de vie. Et donc, quand on regarde les patients qui avaient présenté donc un érythème migrant, à 6 mois, on voit qu'ils ont significativement, le petit p est significatif, là, plus de symptômes que les contrôles. Par contre, à 12 mois, on ne retrouve plus cette différence-là par rapport au contrôle. Et quand on regarde en ce qui concerne les symptômes fonctionnels qui ont un impact sur la qualité de vie, les patients qui ont présenté un érythème migrant n'ont pas de symptômes impactant leur qualité de vie de manière plus importante que la population contrôle. Par contre, cette différence, elle est significative pour ceux qui ont présenté donc une borréliose de Lyme disséminée. Donc, c'est ce qu'on peut voir ici, c'est que 5,9% des patients qui ont fait une borréliose de Lyme ont les critères de symptômes persistants post-borréliose de Lyme de l'IDSA, mais ce n'est pas significativement plus important que les patients contrôle. Par contre, c'est plus important pour les patients qui ont présenté une borréliose de Lyme disséminée, avec 20% de ces patients qui rentraient dans les critères de l'IDSA. Là, c'est une étude qui avait été menée donc aux USA, du coup, qui était un petit peu plus ancienne. Et donc, c'est des patients qui avaient été recrutés, qui avaient en fait un érythème migrant, donc simplement des borrélioses de Lyme précoces. Donc, on voit 234 patients versus 49 contrôles. Ils ont été eux aussi suivis à 6 mois et à 12 mois. Et eux, ils ont été suivis avec des auto-questionnaires. Ce qui a été montré dans cette étude, c'est que ceux qui rentraient donc dans les critères de l'IDSA, donc qui avaient à la fois des symptômes persistants avec un impact sur la qualité de vie, ils étaient donc avec un risque ratio à 5,28. Et donc, on voyait que 13% de ces patients rentraient dans les critères des symptômes persistants post-borréliose de Lyme versus 4,1% pour la population contrôle. Voilà.
Donc, quand on regarde un petit peu donc, les facteurs de risque de développer des symptômes post-borréliose de Lyme traités, donc il y a plusieurs études qui se sont attardées à regarder ces facteurs de risque. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que le fait d'être un adulte est un facteur de risque. Dans les études, les enfants font très peu de symptômes persistants post-borréliose de Lyme. Donc, ce n'était pas forcément des études contrôlées, mais on trouve que à peu près 0,5% des enfants ont des symptômes persistants à 1 an. L'âge semble être aussi un facteur de risque. C'est un petit peu discordant dans les études, mais la plupart des études disent qu'un âge plus important est un facteur de risque de faire des symptômes persistants post-Lyme. Le sexe féminin est retrouvé dans de nombreuses études. L'échelle des événements de vie également aussi, et le fait d'avoir des comorbidités est aussi un facteur de risque de faire des symptômes persistants. Il y a des critères aussi qui sont inhérents à la maladie en elle-même. Et ce qu'on a pu voir dans les études que je vous ai présentées précédemment, c'est que le fait d'avoir fait une forme disséminée précoce est un facteur de risque. Le fait d'avoir fait une neuroborréliose aussi est un facteur de risque. Et le fait d'avoir une forme un peu plus tardive, c'est-à-dire d'avoir des symptômes qui ont persisté pendant plus de 6 semaines ou un retard diagnostique est également un facteur de risque de faire des symptômes persistants post-borréliose de Lyme. Juste à côté, je vous ai remis aussi un petit peu des études qui s'intéressent aussi aux symptômes persistants post-infectieux. Parce qu'en fait, ce qu'on peut voir et ce qu'on a vu notamment avec le Covid, c'est que en fait, il y a pas mal de patients qui gardent des symptômes persistants après avoir été traités pour des maladies infectieuses, et notamment des infections virales, mais aussi des infections non virales. Donc là, c'était une étude qui s'était intéressée donc, en Australie à des patients qui avaient présenté plusieurs infections, notamment donc, des infections virales comme l'EBV, ou la Ross River virus. Donc, en fait, c'est la polyarthrite épidémique, c'est une arbovirose qui est présente en Australie. Et également aussi, pardon, excusez-moi, des patients qui avaient présenté donc, une infection bactérienne, une fièvre Q, et on voit qu'à peu près 20% des patients à 1 an présentaient des symptômes persistants, et notamment une fatigue chronique après avoir été traités pour ces différentes infections. Et là, c'est une revue que je vous invite à lire, qui reprend en fait toutes les infections pour lesquelles on a des symptômes persistants post-infectieux qui sont documentés. Et vous voyez que la liste est assez longue, que ce soit aussi pour les pathogènes viraux, donc la Covid, l'Ebola, la dengue, la polio, le SARS classique, le chikungunya, le BV avec la mononucléose infectieuse, le West Nile virus, donc la polyarthrite épidémique, les Coxsackie, la grippe, le VZV, mais aussi des pathologies non infectieuses comme la fièvre Q, la borréliose, donc le Lyme, et les giardioses avec notamment une association sur les syndromes de côlon irritable, qui est une infection donc des symptômes fonctionnels intestinaux post-infection. Donc, quelle est la physiopathologie de ces symptômes persistants post-Lyme? On se pose beaucoup de questions, on n'a pas vraiment de réponse. Donc, il y a plusieurs hypothèses qui ont été émises. Donc, quand on est infecté par Borrelia burgdorferi, il y a plusieurs études qui se sont regardées un petit peu quelle était la réponse immunitaire. Et ce qu'on peut voir, c'est que pour contrôler l'infection, on a surtout des marqueurs d'une réponse immunitaire de type TH1 et qui permet de contrôler l'infection. Et ce qu'on sait, c'est que la plupart des patients évoluent favorablement et n'ont pas de symptômes persistants. Par contre, un certain pourcentage de patients vont évoluer vers ces symptômes persistants post-Lyme. Et donc, on a plusieurs hypothèses qui ont été émises et qu'on peut retrouver dans la littérature. Donc, que ce soit à la fois l'hypothèse d'une inflammation persistante, avec des marqueurs de l'inflammation qui sont plus élevés chez les patients qui ont des symptômes persistants, et plusieurs hypothèses donc avec des médiateurs de l'inflammation, notamment des interférons qui entraîneraient des troubles neuropsychiatriques, des altérations du microbiote et des altérations du protéome. On a aussi des études qui montrent qu'il y a probablement des déséquilibres entre certaines réponses immunitaires, et notamment une réponse immunitaire de type TH17 qui est plus importante chez les patients qui ont des symptômes persistants, ou des déséquilibres entre une réponse TH1 plus élevée et une diminution de la réponse régulatrice, du coup, chez ces patients, qui expliquerait aussi une inflammation peut-être un petit peu dérégulée, et d'autres hypothèses qui serait plutôt sur une auto-immunité avec soit donc une dérégulation des TH régulateurs, ou des fois aussi un mimétisme moléculaire qui entraînerait en fait l'activation de lymphocytes autoréactifs et qui serait responsable des symptômes persistants post-borréliose de Lyme.
Voilà, donc on n'a pas vraiment de certitude sur cette physiopathologie, mais on voit quand même qu'il y a des différences entre les patients qui sont guéris et ceux qui ont des symptômes persistants post-Lyme. Et on commence à avoir aussi des études, notamment de neuroimagerie fonctionnelle, avec des TEP scanners particuliers qui utilisent des marqueurs en fait qui sont des marqueurs d'inflammation. Et donc c'est des études qui ont été faites avec très peu de patients, hein, bien sûr, mais qui montrent des résultats qui sont plutôt intéressants avec des marqueurs, enfin, des inflammations plus importantes chez les patients qui présentent des symptômes persistants post-borréliose de Lyme au niveau cérébraux, donc qui pourraient peut-être expliquer les symptômes présentés par ces patients. Voilà, donc on va revenir donc à notre patient, Monsieur G. Donc, on a donc suspecté donc ces symptômes persistants post-borréliose de Lyme et on peut se poser la question de quelle prise en charge proposer à ce patient. Donc, je vais reprendre un petit peu avec vous. Donc, il y a plusieurs études qui ont été faites parce qu'on s'est posé la question de est-ce que de prolonger l'antibiothérapie pouvait donc améliorer les symptômes présentés par ces patients. Et on a maintenant beaucoup d'études qui ont été publiées et donc je vais vous en présenter quelques-unes. Donc, d'abord, cette étude qui avait été menée donc, aux Pays-Bas entre 2010 et 2013, donc qui a inclus 280 patients et on a comparé plusieurs traitements. Donc, tous les patients ont reçu donc 2 semaines de ceftriaxone à la dose de 2 grammes par jour en IV. Et puis, on a suivi cette antibiothérapie par soit de la doxycycline pendant 12 semaines, soit de la clarithromycine associée à de l'hydroxychloroquine pendant 12 semaines, soit un placebo pendant 12 semaines. Et le critère de jugement principal donc, était à S14, donc après la fin du traitement, et était sur la composante physique du short form 36 que je vous ai présenté précédemment. Et ce qu'il faut retenir de cette étude, c'est qu'il n'y avait pas de différence dans les 3 bras, donc pas de différence en faveur de ces traitements prolongés. Une autre étude qui avait été menée donc aux USA entre 1994 et 2000, donc ils ont inclus 129 patients qui avaient été traités pour une borréliose de Lyme. Donc, il y en avait qui avaient une sérologie positive et d'autres qui avaient une sérologie négative, mais qui avaient présenté un réel érythème migrant. Et donc, ces patients ont reçu, donc ils avaient déjà été traités auparavant. Et donc, un bras a reçu de la ceftriaxone 2 grammes en IV pendant 30 jours, suivi de la doxycycline péros pendant 60 jours, versus placebo. Et ce qu'on peut voir sur cette étude, c'est que ce soit chez les patients séropositifs à l'inclusion ou séronégatifs, il n'y avait pas de différence quand on regarde donc toujours la même échelle, donc le short form 36, que ce soit dans sa composante physique ou mentale, il n'y avait pas de différence entre le bras placebo et le bras antibiothérapie prolongée. Et dans cette étude-là, il y avait plus d'effets indésirables dans le groupe antibiotique, que ce soit des rages, des diarrhées ou du prurite vaginal qui avait été décrit. Et il y a eu donc 3 autres essais contrôlés qui avaient des résultats similaires. Donc, je ne vais pas vous détailler les différentes études, mais vous pourrez les consulter. Et les études sont toutes sur le fait qu'il n'y a pas d'intérêt à prolonger l'antibiothérapie chez ces patients. Il y a plusieurs, par contre, cas qui ont été publiés et qui montrent qu'il y a des effets délétères à prolonger cette antibiothérapie chez ces patients. Je vous en rapporte 2 là ici. Donc, un premier cas qui a été rapporté aux USA chez une patiente de 52 ans qui avait une sérologie négative, qui avait reçu donc 5 semaines de doxycycline et puis pour laquelle avait été prescrit donc 2 à 4 mois de céfuroxime et de télitromycine. Et 5 semaines après le début de cette deuxième antibiothérapie, elle a présenté donc une colite à Clostridium difficile gravissime et elle est décédée. Une autre patiente aussi qui est décédée, donc elle avait 30 ans. Elle avait donc 6 ELISA qui avaient été réalisés, qui étaient négatifs, 7 Western blot qui étaient négatifs. Elle avait même eu une ponction lombaire sur laquelle il y avait été réalisé une PCR borréliose de Lyme qui était revenue négative. Elle avait reçu donc 8 mois de doxycycline et puis elle avait reçu en fait de la céfotaxime en IV associée à la doxycycline. Et pour son antibiothérapie par céfotaxime, il y avait un cathéter central qui avait été posé. Et en fait, elle a présenté une infection sur son cathéter à Candida avec un thrombus intracardiaque et cette patiente-là est décédée.
Donc, on voit que les antibiothérapies ne permettent pas d'améliorer ces patients, mais est-ce qu'on peut leur proposer d'autres thérapeutiques et notamment des traitements non médicamenteux? Donc, il y a peu de littérature sur ces traitements non médicamenteux qui ont par contre montré leur efficacité dans d'autres pathologies telles que la fibromyalgie et même sur les patients qu'on prend maintenant en charge pour des Covid. Donc là, on peut voir ces 2 études qui ont été publiées. Donc, une étude qui s'intéressait à la pratique du yoga chez ces patients-là, une étude qui s'intéressait aussi à la pratique d'exercice physique de type résistance. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y avait une amélioration des symptômes chez les patients qui étaient pris en charge. Donc là, on a une étude qui est en cours sur un parcours de réhabilitation par le sport chez ces patients qui ont des symptômes persistants post-borréliose de Lyme, qui est menée par le CH de Quimper et par le docteur Saïdani. Et donc, on attend de voir un petit peu les résultats de cette étude-là. Donc, quelle prise en charge nous on a proposé à ce patient-là? On l'a d'abord adressé au centre de la douleur parce qu'il était assez quand même invalidé par ses douleurs. On lui a proposé une consultation auprès d'un neuropsychologue pour faire le point sur ses troubles de la concentration et ses troubles cognitifs qui avaient un impact quand même important sur sa qualité de vie, et lui proposer par la suite aussi une rééducation. Et on lui a proposé aussi de faire de la kinésithérapie, à la fois pour soulager ses douleurs et pour lui proposer aussi un travail, une activité physique en fait adaptée. Je voulais juste vous partager avec vous donc un petit peu ce qui a été proposé dans la prise en charge des patients qui ont des Covid longs, qui est une prise en charge qui est plutôt assez intéressante et qui me semble pertinente d'essayer d'extrapoler en fait pour la prise en charge de nos patients qui ont des symptômes persistants post-borréliose de Lyme. La stratégie thérapeutique qui avait été proposée par la HAS pour la prise en charge des patients Covid long, c'est donc tout d'abord de leur proposer des traitements symptomatiques. Donc, s'ils ont des douleurs, de proposer des traitements de la douleur. Voilà. De les informer aussi pour leur dire qu'ils ont des symptômes et qu'il faut en fait reconnaître donc les situations qui déclenchent ces symptômes, ses limites, et qu'il faut quand même leur dire qu'il faut poursuivre une activité physique parce que probablement que ça améliore aussi leurs symptômes et ça leur permet d'éviter de se désadapter complètement à l'effort. La rééducation a une place centrale et aussi pour ces patients qui ont des symptômes prolongés post-borréliose de Lyme. Et on peut leur proposer aussi une prise en charge pour le retentissement parce qu'on sait que beaucoup des patients qui ont des symptômes chroniques avec un retentissement sur la qualité de vie peuvent présenter des troubles anxieux et des troubles dépressifs, et il faut savoir les diagnostiquer et les prendre en charge pour améliorer la qualité de vie de ces patients. Donc, voilà, donc j'avais quelques messages que je pense qui pourraient être intéressants de retenir pour ces patients qui présentent des symptômes post-borréliose de Lyme. C'est donc la prévalence de ces symptômes est variable selon les études, mais ce qu'on peut voir, c'est que c'est à peu près entre 5 et 20% selon les études. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une tendance quand même à l'amélioration avec le temps dans les études qui sont un petit peu plus prolongées. Que les facteurs de risque sont en cours d'identification, mais il y en a certains qui sont quand même corroborés par beaucoup d'études. Que la physiopathologie de ces symptômes persistants post-borréliose de Lyme n'est pas encore élucidée, mais qu'il y a pas mal de recherches qui sont en cours. Qu'il n'y a pas d'intérêt et qu'il y a même quand même des dangers à proposer à ces patients-là une antibiothérapie prolongée, qu'il faut quand même si c'est pas une antibiothérapie qui est la réponse à leur traitement, mais il faut leur proposer quand même une prise en charge globale. Et je pense qu'il y a une réelle place pour les traitements non médicamenteux dans la prise en charge de ces patients. Et la HAS est en cours de rédaction de recommandations de prise en charge de ces patients qui présentent des symptômes persistants post-borréliose de Lyme, et on attend d'avoir ces recommandations pour permettre de mieux prendre en charge en fait ces patients. Voilà, donc j'ai fini, et puis j'attends si vous avez des questions du coup. Merci beaucoup Sophie.
c'est très clair. Je sais, pour le moment, il n'y a pas de questions sur le chat. Je vous laisse y réfléchir. Moi, j'ai peut-être une question éventuellement et une remarque pour voir un certain nombre de ces patients-là. Dans les hypothèses physiopathologiques, il y a la notion peut-être d'inflammation chronique, etc. Malgré tout, c'est des gens qui n'ont pas de syndrome inflammatoire biologique. Je pense que on se rejoint là-dessus. Et donc, je me pose aussi la question, est-ce que finalement, est-ce que c'est la même physiopathologie pour tous ces, enfin, pour les différents types de douleurs ou de troubles cognitifs? Parce qu'on sait que dans les arthrites de Lyme, il peut y avoir des arthrites persistantes, récidivantes, et que finalement, l'injection de corticoïdes dans le genou va être efficace, alors que les traitements immunomodulateurs ou les corticoïdes ne fonctionnent pas sur nos patients qui ont des symptômes persistants. Est-ce que tu en sais un peu plus là-dessus? Est-ce qu'il y a des données ou... Alors, il y a des données. Alors, sur les arthrites persistantes post-Lyme, du coup, c'est vrai que les corticoïdes semblent efficaces. Du coup, on a l'impression que la physiopathologie, elle est un petit peu différente des patients qui ont des symptômes prolongés post-borréliose de Lyme. Et les marqueurs de l'inflammation, alors, les études sont un petit peu discordantes. Alors, ceux qui montraient qu'il y avait des marqueurs de l'inflammation, il faut voir un petit peu les cutoffs qu'ils utilisent, parce que les cutoffs qui sont utilisés pour la CRP, c'est notamment des CRP qui sont pour nous, qu'on considérerait, nous, comme normal, avec des cutoffs à 5 ou à 10 de CRP pour dire qu'il y a une inflammation persistante. Du coup, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a surtout, moi, ce que j'ai le plus lu, c'est surtout qu'il y a plutôt une dérégulation, en fait, sur les marqueurs de l'inflammation, avec des marqueurs de régulation, enfin, de la réponse immunitaire avec les TH régulateurs, du coup, qui est plutôt diminué chez ces patients, et des marqueurs de l'inflammation, notamment TH1, qui sont plus élevés chez les patients qui vont avoir des symptômes persistants post-borréliose de Lyme. Mais je suis d'accord que les traitements, autant les traitements immunomodulateurs ont l'air efficaces chez les patients qui ont des arthrites persistantes, autant sur les symptômes fonctionnels, on a l'impression, et sur les douleurs même, on a l'impression que ça n'est pas efficace. J'ai pas plus de choses que ça, c'est un petit peu discordant, il n'y a pas vraiment de choses très claires sur ça. Je ne sais pas si Pierre voulait Oui, répondre. moi j'ai juste une question, enfin, ou ton avis. Merci pour la présentation, notamment la partie au début là, qui fait vraiment lien entre les différentes formes de maladies. On a quand même l'impression que ce sont les gens qui font des vraies maladies plus sévères, hein, qui sont gênés. Et du coup, Oui. est-ce que c'est pas forcément post-infectieux? Parce que c'est vrai que ce qu'on voit de temps en temps, moi, ça me fait vraiment penser à ce qu'on appelle les céphalées des traumatisés crâniens. Ils ont la même clinique que les TC graves, les hémorragies méningées ou les méningites apyogènes, avec asthénie, irritabilité, un petit peu des troubles de mémoire. Puis ça finit souvent par s'amender en quelques mois avec du recul. Et après, est-ce que c'est pas... Et puis les formes disséminées qu'on a, en tout cas, qu'on voit nous, c'est quand même quasiment que neurologique. En tout cas, franchement, des formes articulaires, moi, c'est hyper rare. J'ai l'impression que c'est que des méningites ou des méningoencéphalites. Donc, est-ce que c'est pas en lien tout simplement avec le système neurologique qui, qui prend un petit coup, entre guillemets, sans forcément que ça soit un post-infectieux, quoi, tout simplement. Est-ce que c'est pas issu d'une méningite, comme on voit après les TC graves, les hémorragies méningées? Parfois, je trouve que ça ressemble. Ben, je pense que la physiopathologie, elle est peut-être différente en fonction des symptômes, parce qu'on voit dans l'étude qui avait été faite aux USA que eux-mêmes avec des érythèmes migrants, ils avaient quand même des pourcentages de patients qui gardaient des symptômes persistants, qui étaient assez importants du coup. Donc je pense que probablement que la physiopathologie, elle est peut-être pas tout à fait la même selon les présentations du coup, mais je suis d'accord que ceux qui ont une borréliose, enfin une vraie neuroborréliose, et avec souvent un petit retard de prise en charge ou de diagnostic, gardent souvent des symptômes, mais qu'on a l'impression que ça s'améliore un petit peu comme nos patients qui ont fait une encéphalite à plein de choses différentes ou une méningite, même une méningite virale toute simple qui a bien évolué, ils gardent souvent une fatigabilité et des troubles de la concentration qui s'améliorent avec le temps. Du coup. Je suis d'accord avec toi, Pierre. Ouais. Merci. Alors, on a une question dans le chat qui nous dit que certains médecins, effectivement, proposent des mélanges antibiotiques, huile essentielle et des ingrédients. Alors, je lis la question, hein, des ingrédients entre guillemets douteux. Sur quoi reposent ces pratiques selon toi? Est-ce qu'il y a des bases pour expliquer ces pratiques ou c'est parce que ces médecins essayent, parce qu'effectivement, on est parfois un peu démunis vis-à-vis de ces patients. Qu'est-ce que tu en penses, Sophie? Ah, je pense qu'il n'y a pas d'essai du tout sur ces pratiques-là. Je pense que c'est sur des
des hypothèses physiopathologiques qui ne sont pas démontrées forcément. Voilà, moi, je pense qu'il faut faire vraiment attention à ces prescriptions-là. Il y a pas mal de choses qui ont été décrites, même sur les huiles essentielles avec des neuropathies qu'on peut voir sur des traitements naturels, notamment les huiles essentielles qu'on voit assez fréquemment chez ces patients, des traitements type TikTok ou des choses comme ça qui peuvent donner des vraies neuropathies. Il faut vraiment faire attention à ces traitements non médicamenteux. Voilà, je pense qu'il n'y a aucun rationnel scientifique à ces traitements en fait qui mélangent des protocoles antiparasitaires. Enfin, je pense que Pierre fera le lien un petit peu après avec ça, mais c'est vrai qu'on voit des ordonnances voilà, avec beaucoup de médicaments et pas forcément des antibactériens, enfin des antibiotiques du coup. Voilà. Je me permettrais d'ajouter qu'effectivement, c'est pas parce qu'on ne comprend pas complètement la physiopathologie et la genèse du trouble qu'on peut se permettre de faire, on va dire, des essais chacun de son côté, qu'il y a quand même des choses qui sont bien prouvées, et ça, tu l'as bien montré, que l'antibiothérapie prolongée avec de multiples molécules, ça ne fonctionne pas et ça n'améliore pas les patients. Et je pense que, comme toi, qu'il faut être vigilant, d'abord ne pas nuire, essayer de proposer des choses qui semblent fonctionner, les traitements non médicamenteux, la prise en charge de la douleur, et savoir ne pas proposer des choses que l'on sait dangereuses et qui ont prouvé leur inefficacité. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Apparemment, c'était très clair, Sophie. Si. J'ai entendu une petite voix, mais je ne sais pas qui. Eh ben non, écoute, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Juste un tout petit mot, parce que au tout début de ton cas clinique, tu parlais de synthèse intrathécale, etc. Peut-être juste rappeler ce que c'était pour les médecins qui ne pratiquent pas la ponction lombaire régulièrement, et vu que c'est une formation pharmacien, médecin généraliste, je pense qu'un certain nombre de nos collègues ne pratiquent pas les ponctions lombaires régulièrement. Si tu peux juste rappeler ce que c'est pour tout le D'accord, monde. donc chez le patient qu'on a pris en charge, du coup, donc vous voyez qu'il y avait une inflammation au niveau de son liquide céphalorachien, parce qu'il y avait donc une méningite lymphocytaire, du coup, et pour retenir le diagnostic de borréliose de Lyme, un des tests qu'on fait, donc c'est la synthèse intrathécale, donc c'est-à-dire montrer qu'il y a plus d'anticorps anti-borréliose de Lyme dans le LCR que, en fait, on fait un rapport entre le taux d'anticorps dans le LCR et dans le sang, en fait, du coup. Et si ce rapport est plus important avec le ratio, on considère qu'il y a une synthèse intrathécale et que probablement qu'il y a une neuroborréliose, c'est-à-dire une atteinte au niveau neurologique en fait de cette borréliose de Lyme. Ok, merci. Et juste une question, mais vous ne l'avez peut-être pas encore revu. Comment va le patient? Ah, le patient, on ne l'a pas encore revu Ouais, du coup. c'était un petit peu tôt, effectivement, parce que Ouais. c'était de janvier. Et ben, tu nous donneras des nouvelles. Oui, je pense Ça qu'on l'améliore. doit le revoir en avril ou en mai, je crois, du coup. Voilà. J'imagine. Ouais. Merci beaucoup, Sophie. Du coup, je vous propose